bienvenue à Blois si vous arrivez, bienvenue pour cette table ronde intitulée Qu'est-ce qu'un historien, qu'est-ce que l'histoire. Alors cette rencontre a un prétexte, c'est celle de ce petit livre, je dis petit mais il n'est pas mince dans son contenu, qui vient de paraître, qui s'intitule Le Trac de l'Histoire, qui vient de paraître aux publications de la Sorbonne, que je remercie pour l'organisation de cette table ronde. Et apparemment, ce petit livre a l'air de plutôt bien marcher, la critique est plutôt bonne, on pourra en parler un petit peu. Donc il s'inscrit dans une collection qui s'appelle la collection itinéraire, que vous avez inaugurée, je crois, à Patrick Boucheron il y a quelques années. Et nous verrons quelle est la réception de ce travail à Blois. Alors je ne sais pas si beaucoup de personnes ici ont eu le temps de lire ce livre, mais on pourra voir ça ensemble. Alors je précise que cette table ronde est donc organisée par les publications de la Sorbonne et aussi par la revue L'Éléphant que je représente ici. Alors je voudrais quand même vous présenter brièvement, pour commencer cette heure et demie que nous allons passer ensemble, pour que peut-être que vous qui êtes présents ici, vous connaissez déjà nos trois intervenants, mais je vois qu'au fond il y a des lycéens de Blois qui peut-être ne vous connaissent pas, donc je voudrais qu'on puisse vous présenter en donnant quelques repères qui pourront nous servir aussi dans la discussion, puisque vous parlez dans ce livre, Étienne Halheim, de votre parcours. Je voudrais en particulier mentionner vos thèses et vos habilitations à diriger des recherches, puisque c'est quelque chose que vous évoquez assez longuement dans votre ouvrage. Je commence par vous, Isabelle Landona. Donc vous êtes professeure d'histoire médiévale à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Vous dirigez dans cette université un centre d'études et de recherche en histoire culturelle, dans lequel vous associez des historiens de différentes périodes, mais aussi des historiens de l'art, des musicologues, des civilisationnistes, avec une thématique très générale sur normes, culture et pouvoir. Plus particulièrement, vos champs de recherche sont sur l'histoire religieuse et culturelle du Moyen-Âge, l'historiographie, la géographie médiévale, l'histoire du martyr chrétien et aussi l'histoire de l'enfermement claustral et répressif. Et je voudrais signaler un ouvrage, ou en tout cas plusieurs ouvrages dont le troisième tome est sorti récemment, qui s'appelle Enfermement, et qui est parti, si j'ai bien compris, d'un lieu, qui est la prison de Clairvaux, qui était autrefois évidemment un monastère et donc un cloître bien connu. Donc voilà, pour explorer les similarités entre ces deux univers apparemment très différents. Donc on pourra éventuellement y revenir. Je précise aussi que vous avez travaillé sur les villes d'Italie à la fin du Moyen-Âge, vous avez publié sur ce sujet-là. Votre thèse de doctorat portait sur les franciscains italiens et leur vision de l'histoire. Deux franciscains italiens dont je ne vais pas donner le nom pour ne pas les écorcher, mais je vous laisserai nous le dire éventuellement. Donc ça c'était c'était en 1994 à Paris 10, et puis vous avez soutenu une habilitation à diriger des recherches en 2006 à Lyon 2, toujours sur ces questions d'histoire et de mémoire à la fin du Moyen-Âge, et en particulier sur la question du martyr chez les franciscains. Patrick Boucheron, vous êtes professeur au Collège de France depuis 2015 sur la chaire d'histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Vous avez consacré vous aussi de nombreux travaux à l'Italie médiévale, à l'histoire urbaine de l'Italie médiévale. Vous commencez peut-être à vous dire, là il y a une surreprésentation de cette période et de cet espace, mais on sait que vous avez une ouverture d'esprit qui vous permet d'envisager d'autres sujets. Et donc vous avez aussi publié sur l'épistémologie et l'écriture de l'histoire, hier comme aujourd'hui. Alors on ne va pas citer toute votre bibliographie, mais précisons, on parlait du Collège de France, votre leçon inaugurale qui a été publiée, coédition Fayard Collège de France, Ce que peut l'histoire. Et puis je voudrais aussi préciser que dans un exercice similaire à ce qu'a fait Étienne Halheim, donc dans la collection itinéraire, vous aviez publié Faire profession d'historien, qui a été publié une première fois par les publications de la Sorbonne et qui a été publié en poche plus récemment. On connaît aussi l'ouvrage que vous avez dirigé sur l'histoire du monde au XVe siècle, plus récemment l'histoire mondiale de la France, qui vient d'être réédité, je crois, en poche, avec quelques inédits, et puis voilà, d'autres ouvrages, notamment sur Sienne. Votre thèse, pour évoquer aussi ce sujet-là, a été faite sous la direction de Pierre Toubert à l'Université Paris 1, la même année, je crois, que vous, en 1994.
sous le titre Le pouvoir de bâtir, urbanisme et politique édilitaire à Milan. Alors on ne va pas parler de licence, vous m'avez dit qu'il voilà, ne fallait pas parler des choses qui fâchent. Donc votre habilitation à diriger des recherches a été soutenue un petit peu plus tard, par contre en 2009, sur notamment le souvenir de Saint-Ambroise à Milan, et puis la politique monumentale, dans la partie plus qui correspond à ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec un titre La Trace et l'aura. On pourrait aussi plus simplement vous présenter, comme l'a fait Roger Chartier lors de votre leçon inaugurale, en 3 mots, ville, indiscipline et république. Ce qui laisse planer plus de mystère que ça n'en résout, mais c'est une manière de présenter. J'en viens à vous, Étienne Alain, puisque apparemment c'est vous qui devez parler. Alors tout à l'heure, vous aviez l'air de dire, moi je ne souhaite pas forcément parler. Patrick Boucheron, Isabelle Landonat disaient non, c'est pas nous qui devons parler. Donc, on est chroniqueurs. Voilà. Je compte sur vous. Patrick Boucheron, vous nous avez promis un peu de férocité, on compte aussi là-dessus. Alors, Étienne Alain, pour vous présenter aussi, vous êtes donc directeur d'études à l'école des études en sciences sociales, dont vous dirigez, je crois, maintenant les éditions. Vous étiez jusqu'à cette année, mais je crois que ça s'arrête maintenant, directeur de la revue des Annales, Histoire, Sciences sociales. Vous êtes aussi vice-président de la Fondation des sciences du patrimoine. Je le mentionne parce que vous en parlez un petit peu dans votre ouvrage. Et vos travaux portent sur la sociologie historique de la culture et des arts en Europe entre le XIIe et le XVIe siècle. On voit que, pareil, vous avez une vision assez large au niveau temporel. Vous avez publié sur l'historiographie et l'épistémologie de l'histoire, notamment, alors pour revenir à vos travaux plus précisément, sur Clémensis au travail. On voit de nouveau l'utilisation du mot travail, lire, écrire et prêcher au XIVe siècle, sur lesquels vous avez fait votre thèse de doctorat en 2004. Culture et pouvoir pontifical sous le règne de Clément VI, 1342-1352, sous la direction de Jacques Verger. Votre habilitation, et on reviendra sur cette thèse bien sûr tout à l'heure si vous le souhaitez, votre habilitation à diriger des recherches en 2015, avec comme garant Patrick Boucheron, ici présent, donc on verra ce que ça peut signifier garant. Moi je trouvais que c'était un terme un petit peu étrange, mais on pourra revenir là-dessus. Donc voilà, nos 3 intervenants, vous les connaissez un peu mieux maintenant. Ils ont beaucoup de points communs. Ils ont tous les 3 travaillé sur l'écriture de l'histoire, que ce soit au Moyen-Âge ou aujourd'hui. Beaucoup sur l'Italie, même si vous avez réussi à vous extraire de l'Italie pour revenir un petit peu toujours sur la papauté d'Avignon. Et on essaiera de voir justement, de profiter de cette ouverture sur d'autres périodes, d'autres espaces, d'autres disciplines aussi, et d'autres questionnements. Alors, dans votre livre, Étienne Alain, vous dressez un portrait de vous-même au travail, c'est ce que vous dites dans votre avant-propos. Alors un petit peu en vous lisant, et c'est des images que vous utilisez parfois, on a l'impression d'un coureur de fond qui est capable de tenir la distance, mais parfois d'accélérer aussi. Il y a une image qui, moi, me parle beaucoup, mais vous avez l'air d'en parler comme d'un idéal à atteindre, c'est celle du football total à la Johan Cruyff, voilà, comme si l'historien devait être cet historien total, ça devrait être son but à rechercher. Pour autant, et je trouve que c'est ce qui est intéressant dans votre livre, et on pourra en parler ensemble, vous ne cachez pas vos doutes, vos tâtonnements, vos hésitations, le hasard qui parfois vous fait rencontrer telle personne, et vos échecs. Donc c'est un portrait à hauteur d'homme qui, voilà, au milieu d'une vie d'historien, donc je pense que vous considérez que vous êtes arrivé à la moitié, c'est ça, que vous allez avoir une deuxième moitié, j'espère. Voilà, j'ai compris comme ça en tout cas. C'est jamais sûr. Donc je vous propose pour commencer, avant de, voilà, ce qu'on va essayer de faire finalement, c'est de prendre certains de ces verbes qui sont les titres de vos chapitres, hein, apprendre, écrire, enseigner, avant de prendre certains de ces verbes et de voir ce que vous vouliez, ce dont vous vouliez parler derrière tout ça. Je voudrais que vous reveniez sur les circonstances de l'écriture de ce livre, de ce portrait de vous au travail. Pourquoi, Étienne Alain, avoir fait ce portrait de vous au travail? Alors, effectivement, il faut dire un mot de la logique et de la jeunesse du livre, parce que sinon ça donne l'impression qu'un matin je me suis levé et que je me suis dit tiens, je pourrais écrire un livre sur moi, ça serait super, c'est un sujet que je connais bien. Non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça, donc celles qui connaissent
pas forcément bien le déroulement des carrières universitaires doivent savoir que lorsqu'on est universitaire et qu'on occupe un poste de maître de conférence ou de chargé de recherche au CNRS, pour devenir professeur, on doit faire ce qu'on appelle en France l'habilitation à diriger des recherches, et que dans un dossier d'habilitation, plusieurs choses sont exigées d'un candidat. Donc vous présentez l'ensemble de ce que vous avez fait jusque-là, vous présentez de manière coutumière un nouveau travail inédit qui est soumis à un jury, et puis vous présentez ce qui s'appelle dans les instructions du ministère un mémoire de synthèse, qui est en fait une sorte de retour réflexif sur votre carrière, qui peut, selon les individus, être écrit de façon très différente, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de ne développer que les thématiques scientifiques et d'évoquer vos articles, mais il se trouve que dans les disciplines littéraires, en histoire en particulier, mais pas seulement, très souvent, les chercheuses et les chercheurs utilisent ce moment pour faire une sorte de bilan qui est aussi une réflexion sur la trajectoire. Donc moi j'ai écrit pour cette soutenance d'habilitation en 2015 ce document, et puis une fois que je l'ai écrit dans une sorte de principe d'écologie intellectuelle qui faisait que je n'avais pas envie d'avoir écrit 150 pages pour rien, je me suis dit c'est intéressant de réfléchir à la façon dont on pourrait le transformer en un livre. Or il se trouvait que aux éditions de la Sorbonne, Patrick Boucheron, il y a une dizaine d'années, avait fondé cette collection qui s'appelle Itinéraire, et dans laquelle sont publiés plusieurs textes qui parfois sont issus de mémoires d'habilitation de ce genre, parfois sont d'autres textes biographiques ou autobiographiques, que donc j'ai réécrit entièrement, c'est-à-dire que c'est pas du tout le texte, enfin pas du tout, c'est disons, ça ressemble, disons, c'est au moins en moitié, pour moitié le texte que j'avais soutenu, et puis j'ai ajouté des chapitres, j'ai modifié des choses, j'ai retransformé, et j'ai proposé le texte à Patrick et aux éditions de la Sorbonne, et il a été publié dans cette histoire-là. Donc en fait, c'est un texte qui a un contexte et qui doit se lire à la fois comme le résultat d'une épreuve universitaire dans le déroulement d'une carrière, et comme un élément dans une collection qui publie des textes de ce genre. Vous n'avez pas l'air d'accord, Patrick Boucheron? Si, je suis toujours d'accord. Notre principe dans la vie, et le plus exigeant, c'est d'être toujours d'accord avec Étienne Alain. Si, je suis d'accord. Et c'est important, effectivement, ce qu'il dit. Il y a un effet à la fois d'institution, un effet de collection. L'effet d'institution, c'est qu'au fond, l'habilitation à diriger des recherches demande à ceux qui veulent bien s'y plier un exercice auquel, au fond, l'université ne croit pas vraiment, où elle demande, au fond, de le pratiquer sans y croire. Et une des manières assez intelligemment subversives d'Étienne, c'est de prendre au sérieux, de prendre au mot, au fond, l'institution, sur la nécessité de l'autoréflexivité. C'est pas du tout une égo-histoire, vous savez, là encore, il y a une histoire de l'égo-histoire, c'est-à-dire de ce projet, de ce programme que Pierre Nora avait proposé à un certain nombre d'historiens, et une historienne, en 1987, de se faire historiens d'eux-mêmes, mais en réalité, ils n'avaient pas joué le jeu, ils avaient juste raconté des souvenirs. Étienne fait autre chose. Il tente, évidemment, parce qu'il sait que de cette historiographie qu'il connaît si bien, l'épistémologie, au fond, n'a guère changé depuis la fin du XIXe siècle, sauf justement dans son souci d'autoréflexivité. C'est peut-être la seule véritable nouveauté que nous ayons à exprimer depuis, je dirais, les pères fondateurs de la discipline. C'est-à-dire que nous savons aujourd'hui qu'il ne serait pas raisonnable de ne pas dire à ceux qui veulent nous lire d'où l'on écrit. Et quelle est, au fond, la position de l'enquêteur. Alors, on peut le dire plus ou moins. Lui, il a été assez loin, effectivement, dans la réflexion et dans le dépli, justement. Hein, c'est ça dont on aura à parler. D'un mot, moi, j'étais content, effectivement, d'ouvrir peut-être une brèche. C'est pas facile de parler de soi, surtout de parler de la manière dont on devient historien, l'histoire d'un sujet, au fond, et comment le sujet que l'on se choisit construit nous-mêmes comme sujet historien, ou pour le dire comme Étienne, comment le travail de l'histoire, où on ne travaille que sur ce qui nous travaille intimement, et donc ce qui peut paraître assez roide et institutionnel est en fait profondément intime. Contrairement à l'histoire, aux égo-histoires, qui demandaient à des personnalités éminentes et consacrées de revenir sur une vie déjà
ou 2 tiers achevés, puisque vous nous dites élégamment qu'il reste encore la moitié, c'est l'éléphant qui nous parle. Lui, l'éléphant a toute la vie devant lui, alors que nous, voilà, on est à la moitié de la nôtre. Ok, c'est sympa. Et donc, à ce moment-là, bah, évidemment, on est dans un âge moyen. Nous-mêmes du Moyen-Âge, donc tout va bien. On est dans un âge moyen qui peut être intéressant, au fond, parce que c'est pas, vous savez, des égo-histoires, Pierre Bourdieu avait dit, ce sont les récits sans méthode de vie sans histoire. Donc là, c'est la flèche qui vient. Boum, la blanche colombe tombe à nos pieds, c'est terminé, il n'y a plus rien à dire des épaules. Mais là, c'est différent parce qu'on est au milieu d'une carrière. Et moi, c'est ça qui m'avait intéressé dans cette collection. C'est un peu l'exceptionnel normal. Évidemment, ce sont des gens qui acceptent, au fond, de prendre au mot l'institution, de dire vraiment quelque chose, de tirer occasion de cette exigence universitaire pour produire un savoir. Et en même temps, ça vient de gens qui sont à un moment de leur carrière ou de leur vie où voilà, disons, la nécessité de se glorifier n'est pas non plus, n'a pas à jongler tout le reste. Peut-être vous voulez nous dire aussi quelle est la Je suis perception. toujours d'accord avec Patrick Bouchon et Étienne Anaïm. Donc voilà. Mais alors c'est vrai que vous parliez d'un décalage entre ce que disent en aparté les historiens. C'est vous qui abordez cette question en disant il y a ce qui se dit dans les quand les micros sont fermés ou quand on n'est pas dans une soutenance, et puis il y a ce que les historiens disent de personnes. Quel regard portez-vous sur cet exercice et sur la manière dont Étienne Anaïm a abordé cet exercice? Alors sur l'exercice, il y a mille et une manières de s'y livrer en réalité. Et ce que disait Patrick, ou bien la manière dont Étienne nous présente son livre, c'est une possibilité qui est effectivement extrêmement réflexive, dense et intéressante, aussi parce que il a cette capacité, Étienne, à mêler finalement des questions historiographiques lourdes, des choses très scientifiques, et le fruit d'une expérience qui façonne très largement aussi les expériences scientifiques. Hein, ça se leurrer. Alors sur le off et le on, oui, bon, ça c'est un petit peu comme dans tous les métiers. Enfin, je veux dire par là qu'il n'y a pas à s'en étonner plus que de raison. Ce que j'ajouterais peut-être, c'est qu'il y a quand même une forme de difficulté qui est en train de s'atténuer considérablement ces dernières années, à parler de soi dans nos disciplines. Alors, il y a des effets de génération, hein, vous les rappeliez aimablement. C'est vrai que selon sa date de naissance et le moment où on a été formé, on n'a pas forcément été encouragé à dire je. Ça, c'est, je crois, un élément extrêmement important à souligner. La distance voudrait que, ou plutôt, l'illusion de la distance, n'est-ce pas, voudrait que l'on parle de façon tout à fait impersonnelle, et c'est vrai que ce genre d'exercice invite à dire je et à revenir sur son propre parcours en tressant des éléments qui sont à la fois institutionnels, scientifiques, mais aussi plus intimes, ou des choses qui participent d'une réflexion sur ce qu'est le système. Hein. Et je crois que ce que fait Étienne, c'est exactement cela, c'est-à-dire que si l'on reprend la liste des verbes qui structurent le livre, on passe en revue, je crois, tout ce qui concerne le métier. Donc oui, la mise à nu, elle n'est pas toujours évidente. Il y a des certaines histoires de mémoire de synthèse qui n'empruntent pas ces voies, pour ne pas parler de ceux qui font 20 pages. Donc c'est un exercice simple, si je comprends bien, mais en même temps imposé. Est-ce que vous pourriez nous dire tous les trois si cet effort de réflexion, vous l'auriez fait si on ne vous avait pas contraint à le faire d'une certaine manière? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Disons que c'est un exercice qui est proposé et dont les gens, quand ils arrivent à l'habilitation, s'emparent d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, là aussi je précise pour les gens qui ne connaissent pas forcément, que les directives officielles et le décret sur ce que c'est que l'habilitation à diriger des recherches sont extrêmement vagues. Donc finalement, dans ce mémoire de synthèse dans lequel on est censé revenir sur son propre travail, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et dans cet espace de liberté, les gens font des choses très différentes. Le même exercice existe pour toutes les disciplines universitaires, donc, en médecine, en droit, encore qu'en droit il y a des gradations, mais en médecine ou en mathématiques, on fait le même exercice. Or, les disciplines le font de façon très différente. Et les historiens sont probablement ceux
qui, de cet exercice, ont fait l'appropriation à la fois la plus narrative et la plus réflexive. C'est-à-dire que, sans doute parce que les historiens, lorsqu'ils sont confrontés à l'idée de se raconter eux-mêmes, croisent quelque chose de leur métier, du coup, ils se sont souvent trouvés confrontés à l'idée de savoir comment raconter sa propre histoire, alors que notre métier est plutôt de raconter les histoires des autres. Et c'est là que, effectivement, les gens peuvent faire des choix, et des choix très différents. J'ai donné quelques exemples dans l'intro du bouquin. Des mémoires de ce type, aujourd'hui, effectivement, Patrick parlait tout à l'heure d'ouvrir une brèche. C'est vrai que dans les années 2000, et le livre que Patrick a publié, tiré de son habilitation, représente assez bien ce changement. Dans les années 2000, début 2010, on a vu des formes de prise de parole assez proliférantes, assez nouvelles. Et moi, là-dedans, ce que j'ai voulu faire, c'est effectivement prendre l'exercice au sérieux, parler de mon expérience de travail, et la petite particularité par rapport à d'autres mémoires, c'est que j'ai essayé d'aller explorer relativement loin le fait de décrire les formes concrètes du métier d'historien. C'est-à-dire que, au fond, j'avais le sentiment que beaucoup d'historiens ou d'historiennes qui parlent de leur travail parlent essentiellement de la partie intellectuelle de leur travail. C'est important, c'est intéressant de savoir comment on se positionne par rapport au passé, comment on se positionne par rapport aux sources, comment on se positionne par rapport aux enjeux politiques de l'histoire. Mais il y a toute une partie de l'histoire qui n'est jamais racontée. C'est-à-dire que dans le métier d'historien, il y a beaucoup de choses qui ne fait jamais l'objet d'une discussion, c'est-à-dire les formes de l'enseignement, l'administration au quotidien des départements universitaires, l'édition universitaire telle qu'elle est pratiquée dans les revues ou dans les éditeurs universitaires de toutes sortes, les pratiques de l'évaluation, le fonctionnement des commissions, le recrutement. Vous voyez, tout ça, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Et quand je dis ça, c'est pas un exercice de dévoilement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, ben voilà, il y a des tas de choses qui sont dans les coulisses et vous allez les apprendre. C'est plutôt réfléchir à parts égales sur le fait que dans une journée, quand on est un universitaire, ben, on passe un peu de temps à s'occuper de manuscrits ou d'archives, mais on passe aussi beaucoup de temps à s'occuper des étudiants, à s'occuper des collègues, à s'occuper de budget, à s'occuper de questions politiques qui n'ont rien à voir directement avec nos archives ou nos manuscrits. Et que, au fond, si on veut bien comprendre un métier comme celui de l'histoire, alors il faut essayer de le comprendre dans sa totalité, et y compris les choses qu'on ne voit pas d'habitude. Et, si je puis me permettre, de mettre en perspective le changement que constitue à la fois cette réflexion qui permet d'appréhender la totalité du métier, et le changement du métier lui-même, parce que peut-être ce qui est intéressant de dire à notre auditoire, et de ce point de vue-là, le livre d'Étienne en est une belle illustration, comme l'était également celui de Patrick, c'est que le système universitaire a considérablement changé, a été bouleversé de part en part ces 15 dernières années, je dirais. C'est-à-dire que ce que tu écris, qui est tout à fait juste, hein, à la fois sur l'enseignement, l'administration, l'évaluation, l'édition, etc., nos aînés n'ont pas exactement vécu ça. On s'est retrouvés à devenir des managers de l'université, de l'édition et de tout ce qu'on veut. On peut le regretter ou pas. Personnellement, je ne le regrette pas, parce que finalement, on apprend des tas de choses et c'est toujours plus réjouissant que de rester stérile dans son coin. Mais malgré tout, c'est extrêmement invasif comme système. Et il se trouve que là encore, pour des effets de génération, je pense que c'est la génération de Patrick qui est aussi la mienne, qui a basculé dans cette marmite nouvelle à l'aube des années 2000. De façon assez subreptice d'une certaine manière, je crois. C'est-à-dire que on s'est retrouvé aux affaires dans des structures qui auparavant étaient extrêmement lâches. Enfin, je veux dire, par exemple, Étienne écrit des pages tout à fait intéressantes sur le laboratoire, sur l'équipe de recherche, hein, sur l'importance du travail collectif. qu'on oublie souvent, le laboratoire comme un peu incubateur aussi d'un certain nombre de choses, aussi bien collectives qu'individuelles. Bon. Eh bien, ces laboratoires universitaires au début des années 2000, c'est rien, c'est absolument rien. Il y a des laboratoires au CNRS,
Mais à l'université, il y a des agrégats où de temps en temps on vous demande de faire une liste de publications pour envoyer on ne sait pas très bien où dans la sphère administrative. Et donc, il y a eu un réel changement. Et je pense qu'on aurait sans doute intérêt aussi à voir le livre d'Étienne comme un marqueur de cette évolution qui est extrêmement profonde et qui change beaucoup de métiers. Parce que Étienne vient de dire, on s'occupe un peu le matin de nos archives, etc. Et puis on fait beaucoup d'autres choses à côté. Oui, et quand on a le temps de regarder les archives le matin, une fois par semaine, on est content, quoi. Selon le niveau de responsabilité auquel on est. De sorte qu'il y a une forme de paradoxe et de renversement de situation qui fait que l'historien, bien, il continue de faire son métier, mais il y a un certain nombre de tâches qui sont en réalité d'autres métiers, qui gravitent autour de ce métier, qui n'empêchent pas d'exercer, qui le bouffent quand même un petit peu, et qui peuvent, des choses qui peuvent apporter des satisfactions et qui en même temps sont extrêmement chronophages, et qui ont changé la phase de nos pratiques, je crois. Et l'amour, effectivement, peut-être pas très long, mais voilà, ce genre de livre ne vaut que s'il s'inscrit dans un portrait collectif, et c'est le portrait collectif du changement en cours, ça c'est évident. Cette collection prend ce qui dépasse l'exceptionnel normal. Il y a des gens qui essayent de faire avec cet exercice obligé quelque chose d'un peu aberrant. Ce qui est aberrant dans le livre d'Étienne, c'est son exhaustivité, on va y revenir. De ce métier, il aime tout. C'est embarrassant d'être aussi professionnel et bienveillant que lui. Bon, mais c'est comme ça, il est comme ça. Je le sais, je le connais depuis longtemps. Il y a d'autres manières de faire. Il y a celle que, justement, dans le cadre du NANR, une des choses de la programmation, la recherche sur projet qui a changé notre mode d'existence, Patrick Garcia organise dans le cadre d'une ANR qui s'appelle Itinéraire, c'est-à-dire de prendre toutes les habilitations à diriger des recherches, les prendre toutes, et de faire des carottages, des sondages sur une génération, sur un moment, etc. Voilà. Donc ce sont évidemment deux méthodes qui sont complémentaires. Prendre ce qui dépasse ou prendre l'ensemble horizontal de ce qui se produit. Et dans les deux cas, il s'agit quand même de donner des nouvelles de nous, c'est-à-dire d'un nous collectif. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est plus que ce que vous dites. Il y a pour l'instant un vrai engouement, enfin en tout cas une reconnaissance du livre d'Étienne Mannheim, moi qui me fait très plaisir, parce que voilà, là il y a un moment où effectivement beaucoup des historiennes et des historiens peuvent se reconnaître dans ce que dit Oui, peut-être que cet exercice un petit peu particulier, il est en phase avec des modes d'écriture. Vous parliez du jeu tout à l'heure. Voilà, peut-être qu'on arrive à un moment où les historiens français, et peut-être d'autres, acceptent davantage d'assumer cette position à la fois d'observateur et d'être en même temps participant, un peu comme un anthropologue. Alors, je voudrais qu'on peut-être revienne un petit peu en arrière. On est parti de la moitié de vos vies, mais qu'on revienne un petit peu dans ces années d'apprentissage. Il y a tout un chapitre que vous avez intitulé « Apprendre », où vous répondez à plusieurs questions sur comment devient-on historien, quand devient-on historien. Et on a l'impression, en vous lisant, Étienne Mannheim, que finalement vous y êtes arrivé un petit peu à reculons, comme si tout n'était pas écrit à l'avance, mais comme si finalement ça vous était tombé dessus finalement, tout en ayant cherché à développer d'autres trajectoires. Donc comment devient-on historien? Alors, je ne l'aurais pas résumé comme ça, mais le lecteur a toujours raison. Donc si vous le voyez comme ça, c'est comme ça, je pense qu'on peut le lire. Ce que j'essaye de raconter dans le livre, donc le livre est organisé par... Chaque chapitre, en fait, décrit un aspect de cette expérience. Donc le premier, c'est apprendre, ça veut dire comment on devient historien. Et dans mon cas, il s'agit de raconter une expérience très commune, là aussi. De toute façon, une grande partie du livre, c'est de partir d'expériences communes et de réfléchir à ce que ça veut dire. Donc par exemple, qu'est-ce que ça veut dire quand on finit par devenir prof d'histoire, historien, alors qu'on aimait l'histoire comme matière scolaire? Et l'histoire que je raconte, c'est celle-là, c'est-à-dire d'essayer de montrer que c'est pas parce qu'on aime l'histoire quand on est enfant ou quand on est adolescent qu'on se dit qu'on va devenir historien. Et que, en réalité, pour moi, c'était deux choses qui étaient extrêmement différentes. Que ce que je pouvais aimer de l'histoire au sens de la rêverie, du divertissement ou de l'intérêt général et de la réussite scolaire dans une matière qui était l'histoire, pendant très longtemps, m'a jamais traversé l'esprit en forme de professionnalisation. C'est-à-dire que j'ai mis très longtemps avant même d'imaginer que ça pouvait être un métier d'être historien. Et quand j'ai fini par comprendre qu'être historien c'était un métier, j'ai compris en même temps que c'était un métier qui n'avait aucun rapport
avec le genre d'histoire qu'on peut aimer lire quand on est enfant, adolescent, ou qu'on peut s'intéresser à la discipline. C'est-à-dire que, en fait, il y a cette espèce d'écart, mais c'est un écart que tous les gens, et là, tous les gens qui enseignent l'histoire de la 6e au supérieur connaissent, c'est-à-dire entre le goût, je dirais, poétique ou affectif pour l'histoire, le passé, et le fait de devoir l'enseigner ou de devoir travailler avec des manuscrits, des archives, des choses du passé, il y a beaucoup moins de continuité qu'on le croit, et au contraire, il y a souvent une rupture qui est une rupture pour se déprendre de ce côté poétique, affectif, passionné de la discipline. Et donc ça, c'est dans le chapitre Apprendre, en fait, ce que j'essaie de raconter, c'est ça, c'est comment finalement, jusqu'à 18 ans, enfin jusqu'à en gros au lycée, je savais même pas, je raconte à un moment donné une anecdote, hein, quand on est enseignant, on a été soi-même marqué par des enseignants, et un jour il y a une prof de 3e d'histoire qui me demandait ce que je voulais faire, je réponds à un certain nombre de choses, et elle me dit mais t'as jamais pensé à être prof d'histoire? Et alors j'avais jamais pensé à être prof d'histoire alors que j'aimais beaucoup ça, mais simplement ça n'a pas cette évidence, et le livre pour moi consiste simplement à essayer à chaque fois de partir d'expériences professionnelles et de montrer qu'elles n'ont rien d'évidente, ou qu'on peut à chaque fois en faire apparaître quelque chose d'autre que la naturalité qu'après coup on voudrait leur donner. Et justement, alors la question c'est celle du comment, mais vous mentionnez aussi celle du pourquoi. Pourquoi Étienne Hanheim devenir historien? Pourquoi vous-même êtes-vous devenu historien? Est-ce que vous avez le sentiment que vraiment je mentionne la question du pourquoi? Est-ce que je dirais plutôt que c'est une question qui est peut-être une des rares questions que je ne mentionne pas? Peut-être pas, peut-être pas. Non, mais vous l'avez lu comme ça et c'est légitime. Je dis juste que pour le coup, précisément, je pense qu'une question dont je ne parle pas dans le livre, c'est pourquoi je suis devenu historien. Parce qu'à cette question, je pense qu'il y a un nombre de réponses selon qu'on prenne les choses sous un angle strictement biographique, qu'on en fasse une description sociologique, qu'on en fasse une description psychanalytique. J'ai beaucoup de réponses pour expliquer pourquoi. Après, si c'est pourquoi en termes de motivation subjective, je ne saurais pas le dire précisément. Une grande partie du bouquin consiste à expliquer que comment, c'est presque plus important que pourquoi. Je peux donner une réponse aujourd'hui, pourquoi je suis devenu historien. J'en aurais donné une autre il y a 10 ans. Il y a 20 ans, j'en aurais donné une autre, et je pense que dans 10 ans, j'en donnerai encore une autre. Je suis devenu historien parce que toute une série d'expériences familiales, personnelles, ensuite étudiantes, politiques, intellectuelles, ont fait que ça m'a paru intéressant de passer ma vie à faire ça. Bon. Et je peux explorer pourquoi, c'est-à-dire que j'ai des rapports, moi aussi, engagés, affectifs, intellectuels, avec les choses du passé. Mais à un moment donné, on est fabriqué par cette histoire, c'est-à-dire que répondre trop brutalement à la question de pourquoi, ça voudrait dire que je saurais, à un moment donné, pourquoi j'ai choisi de faire les choses que je fais. Or, je ne sais pas vraiment, je peux expliquer comment ça s'est passé de mon point de vue, essayer de donner des éléments. Je peux rationaliser en expliquant pourquoi c'est intéressant, c'est ce que je fais avec mes étudiants ou avec des élèves quand j'interviens. Je peux dire, voilà, moi je pense que ça vaut la peine de passer sa vie à faire ça, parce que transmettre, parce que travailler sur ces questions, parce que apprendre une certaine forme de rapport critique, c'est intéressant. Mais je comprends aussi qu'on puisse trouver ça pas intéressant du tout, ou qu'on puisse avoir choisi d'autres vies. J'aurais pu avoir choisi d'autres vies, comme la plupart d'entre nous. C'est-à-dire que c'est un peu un livre qui, au fond, essaye aussi de déconstruire le registre de la vocation. Vous voyez ? Ce qui est pas, c'est pas pour fustiger la vocation, mais c'est juste que et je me méfie toujours de ces histoires rétrospectives qui montrent à quel point, dès tout petit, on avait envie d'être prof, on adorait l'histoire, etc. Et, voilà. Et en réalité, c'est souvent, et je pense que la plupart des enseignants et des enseignantes le savent, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors vous dites effectivement très bien tout ce que votre parcours doit au hasard. Alors, je reviens sur cette histoire de génération, et vous avez peut-être vu ce que disait Jacques Revel aussi, on retrouvait des éléments assez similaires sur, voilà, j'ai rencontré des gens, et ce parcours doit beaucoup au hasard, donc c'est une génération qui a précédé.
nos deux générations ici présentes. Est-ce que vous retrouvez dans le parcours d'Étienne Hanheim, est-ce que vous retrouvez des choses qui sont à la fois très similaires, ou est-ce que vos propres parcours ont suivi des trajectoires beaucoup plus rectilignes? Comment vous avez lu cette partie sur apprendre l'apprentissage de l'historien? On sort tous du même moule, hein. Oui. Je pense qu'il faut le dire quand même. Oui, on était dans la même école. La même boutique. On a été à la même école. Voilà. On a été sans doute amenés à l'histoire par les mêmes voies. Je pense que Des voies institutionnelles en réalité, incarnées certes, mais des voies néanmoins institutionnelles qui surmontent un peu les existences. Ensuite, pour ce qui me concerne, oui, non, je ne me suis pas réveillée un matin vers 15 ans, tiens, je vais faire historienne. Je crois qu'on est nombreux à ne pas croire à notre vocation, à ne pas l'apercevoir d'une quelconque manière précoce. Moi, en tout cas, c'est mon expérience, et puis j'en ai quand même eu pas mal des mémoires de synthèse, et je dois avouer que je suis toujours extrêmement frappée par le fait que les collègues, hommes ou femmes d'ailleurs, mais bon, avec les femmes, c'est quand même, parce qu'après tout, peut-être gauchir un peu le discours, c'est d'actualité, me semble-t-il, mais surtout c'est intéressant. Voir comment les femmes présentent les choses, et elles les présentent en général de façon un petit peu différente. Alors, pas plus de vocation, hein, ça, clairement, pas plus de vocation, mais des formes d'engagement qui, en tout cas, c'est très empirique, hein, ce sont des lectures, dans le cadre de procédures d'évaluation, justement, on évoquera peut-être, d'engagement, oui, voilà, de nécessité de s'engager à un moment, que je trouve plus marqué dans les écrits des femmes que des garçons. Le caractère un peu fortuit des choses, oui, les choses qui se... Voilà, on rentre dans l'école normale, on aime bien l'histoire, on aime bien un certain nombre de choses, mais oui, on aurait pu faire aussi bien de la philo, des langues, puis à un moment il y a un enseignement, un prof, une rencontre, une lecture qui déclenche quelque chose. Je crois qu'on est assez nombreux dans ce cas-là. D'accord. Je sais l'expérience de Patrick. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Non, parce que non, il faut lire le livre d'Étienne. Voilà, moi je ne peux pas vous dire grand-chose d'autre. J'y suis un peu, j'y suis de manière, d'abord parce qu'effectivement on a été ensemble dans la même école, j'ai été son prof, mais surtout on a eu les mêmes profs. Voilà. Voilà. Et donc, et pour moi, donc il y a quelque chose d'assez, voilà, je ne vais pas en parler. C'est assez touchant pour moi aussi. D'ailleurs, ça éveille, ça relève un souvenir assez vif dont j'ai jamais parlé, dont je ne me souvenais plus d'ailleurs en fait. Ce que tu dis, le pourquoi et le comment. À l'école supérieure de Saint-Cloud, dont on parle, il y a eu, voilà, nos professeurs, tu étais pas, moi j'étais élève, on n'était pas encore là, avaient, je ne sais pas si tu t'en souviens, si tu étais là, il y avait Bernard Lepeu. Qui venait parler de son métier, et dans des termes assez proches de ceux que tu pourrais employer, et il décrivait effectivement de manière implacable l'histoire d'une méthode et la construction d'un regard, et au fond la description d'un métier qui consistait à décrire intensément et densément. Et à un moment, l'un de nos enseignants, Yvon Temer, a dit « Mais tu ne te poses jamais la question de pourquoi ?» Et là, il a été vraiment étonné, il s'est arrêté, il dit « Ah non, jamais. Pour moi, l'historien, il n'a qu'une seule question, c'est comment ?» Il n'est pas exclu que cette question nous sépare. Je crois qu'on peut poser la question. Mais là, on est... à partir d'une branche commune, dans deux choix intellectuels. Alors, Isabelle Landolin, vous parliez de la différence, peut-être que ça peut être pour les femmes, et justement c'était un thème que je voulais aussi peut-être aborder, parce que dans votre livre, Étienne Hanheim, vous évoquez non pas votre propre situation, mais celle des gens que vous côtoyez, et vous dites, je voudrais simplement vous citer, c'est page 102, vous dites le fait d'être un homme accentue encore cette position, dont vous parlez de la position d'être du côté du dominant, car on ne souligne pas suffisamment la persistance d'une discrimination discrète mais efficace exercée à l'égard des femmes dans notre métier qui prend de multiples visages aboutissant à une situation de domination masculine
d'autant plus forte qu'on s'élève dans la hiérarchie du pouvoir et de l'honneur. Alors c'est un thème dont on parle beaucoup cette année à Blois, alors peut-être de nouveau off, mais il y a eu des choses qui ont été publiées à ce sujet-là. Et je lisais hier dans Le Monde un article de votre collègue de Reims en sciences politiques, Madame Froidevaux-Métairie, qui parlait d'attente vis-à-vis des chercheurs en général, d'un dévouement à la science et d'une disponibilité absolue. Donc est-ce que ce parcours disons, comment on devient historien, en quoi il est plus difficile pour les femmes? Quelle est votre perception de cette inégalité? Est-ce que c'est quelque chose qui est propre aux historiens, ou est-ce que ça relève de la nature humaine finalement? Alors, pour vous répondre... Non, pas de la nature humaine, mais je ne répondrai pas sur la question de la nature humaine. Les défauts de l'homme. Non, mais pour vous répondre, il faut que je fasse, je crois, un petit détour pour expliquer aussi comment le livre est construit et ce qui est en jeu sur la question que vous soulevez du rapport entre les hommes et les femmes, mais plus généralement. C'est-à-dire que, vous l'avez compris, en gros, l'objet du livre, c'est d'essayer d'utiliser les outils de l'historien et des sciences sociales pour se les appliquer à soi-même, et pas simplement à moi comme personne, mais au monde qui m'entoure. Donc, de fait, appliquer à mes profs, à mes anciens profs, à mes étudiants. Comment on décrirait cette scène-là si on décidait d'en faire l'histoire en l'objectivant de manière réflexive? Donc ça, cette démarche-là, qui était au fond celle que Pierre Nora recommandait, mais qui n'a pas été mise en œuvre dans les essais d'égo-histoire de 1987, c'est-à-dire s'étudier soi-même avec les outils de l'historien. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne effectivement, d'abord, par un travail de mise en évidence extérieure et sociologique de nos pratiques. Alors par exemple, ça veut dire effectivement souligner les formes de carrière, leur profil, les effets de réseau. C'est vrai que Patrick parlait à l'instant de l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Nous avons été tous les trois à différents moments les élèves de cette école. Moi j'ai été à un moment l'élève de Patrick. Ça joue cette interconnaissance-là. Et si vous voulez, quand je dis ça, c'est pas là non plus du dévoilement, c'est plutôt de la mise en évidence de la manière dont les choses fonctionnent. C'est vrai qu'on fait tous les trois de l'histoire du Moyen-Âge, qu'on a tous les trois travaillé sur l'Italie. Jacques Revel lui-même a travaillé sur l'Italie du XVIe siècle, ce qui n'est pas très étonnant. Il y a dans notre métier, comme dans tous les métiers, des logiques, des écoles, des transmissions, des rapports personnels qui fabriquent ça. Et la question, parce que je vais quand même vous répondre, la question du rapport entre les hommes et les femmes est un des éléments de cette histoire complexe, un élément qui interfère à beaucoup d'égards, et dont je parle plusieurs fois dans le livre, parce qu'il se trouve que, là aussi, comme tous les métiers, et quand on travaille un peu sur l'histoire sociale des métiers du Moyen-Âge, qui m'arrive aussi, on le sait bien, comme tous les métiers, il y a un effet d'endogamie qui est très fort. C'est-à-dire qu'un nombre significatif d'hommes et de femmes qui font de l'histoire vivent avec un conjoint ou une conjointe qui en fait aussi. Ce qui donne un certain nombre d'éclairages. Et or, c'est mon cas, et c'est de ça que je parle dans le livre. C'est-à-dire que ma femme, qui s'appelle Valérie Thès, qui est historienne du Moyen-Âge aussi, fait exactement la même chose que moi. Donc, ça donne lieu... Non mais, c'est le genre de choses dont on parle jamais, mais en réalité, ça produit des effets sur la vie quotidienne de vivre avec quelqu'un qui fait exactement la même chose que vous. Alors, des effets positifs pour certains, négatifs pour d'autres, et puis tout dépend des idiosyncrasies personnelles. Donc, il y a une dimension intime. Et puis, il y a une dimension sociologique qui est que, en gros, on est de la même génération, on fait la même chose. Donc, on peut faire une sorte, c'est un peu comme la sociologie de Durkheim, c'est-à-dire qu'on peut faire une sorte de comparaison croisée en variant, en faisant modifier les variables. Et la variable qui change entre Valérie et moi, c'est principalement la variable de genre. Or, en constatant nos deux, enfin il y a quelques autres variables, on pourrait dire, mais qui sont elles-mêmes en partie structurées, non mais je veux dire, dans la forme d'esprit, donc la variable de genre est une variable importante. Et ce que je raconte dans le livre, et quand on pense à ces passages-là, c'est que le fait de vivre avec quelqu'un qui fait le même métier et qui est d'un genre différent, parce qu'il y a aussi des couples du même genre, qui eux-mêmes ont une autre expérience de cette pratique, je dirais, intime de notre métier. Le fait de vivre avec une femme qui fait la même chose que moi, mais c'est quelque chose que j'ai pu constater, moi je viens d'une famille dans laquelle il y a beaucoup de médecins, et donc j'ai aussi vu des carrières très différentes, et c'est le cas de mes parents. Je veux dire, ma mère était une femme très brillante en médecine qui a arrêté sa carrière pour avoir des enfants, et mon père a continué de son côté.
Donc, ce que je vois en regardant la carrière de ma femme et sa réception, et en particulier quand on était étudiant, c'est moins des freins, parce que je pense que ma génération a déjà eu la chance de passer par-dessus un certain nombre de choses, y compris dans ce rapport-là, mais en tout cas des différenciations. Et ce qui m'intéresse dans le livre, c'est de parler de ces différences, comme je parle d'un certain nombre d'autres différences, parce qu'il n'y a pas que la différence de genre, hein. On peut parler des questions de différence d'origine sociale, on peut parler des questions de différence d'origine géographique, bon, il y en a un certain nombre, mais celle-là est intéressante pour réfléchir à la façon dont des gens, dont le métier est d'observer les sociétés, pratiquent en même temps, au quotidien, cette observation sur eux-mêmes. Et effectivement, on peut constater, et c'est l'objet de la double page du Monde d'hier, par exemple, c'est l'objet aussi des premières pages du Libé des historiennes d'hier, on peut constater que la variable de genre produit des effets, et que le rapport au métier et le rapport à la carrière n'est pas tout à fait le même quand on est un homme et quand on est une femme, et que tout ça, si on veut comprendre soi-même comment son métier fonctionne, il faut en parler, et c'est pas inutile de l'objectiver pour en discuter. Alors, est-ce que vous diriez que c'est un problème, vous participez justement à ce Libé des historiennes et vous avez écrit un article avec d'autres historiennes. Est-ce qu'avec le recul, vous trouvez que la situation est en passe de s'améliorer, ou qu'au contraire on est toujours pris dans ces problèmes depuis longtemps? Est-ce que les historiens et les historiennes évoluent par rapport à ça? Peut-être devrais-je dire de façon liminaire que moi j'ai pas le sentiment d'avoir été entravée dans ma carrière parce que j'étais une femme. Je crois qu'on est un certain nombre comme ça, avoir le sentiment que ça ne nous a pas entravés. Moi j'ai pas le sentiment d'avoir été entravée, très sincèrement, ni discriminée, non plus, du tout. En revanche, il y a des choses beaucoup plus insidieuses qui ne se manifestent pas forcément dans la progression de carrière, dans la manière de sauter les obstacles, voilà. Et peut-être est-ce cela qu'il faudrait dire davantage. Et puisqu'on parlait de mémoire de synthèse d'Étienne, puisque c'est notre objet, je pense qu'il faut lui faire droit, justement dans la manière dont les historiennes écrivent ce livre à cet exercice. Je le disais tout à l'heure, je le répète, je suis intimement, alors j'ai pas une approche statistique de la chose, donc ça vaut ce que ça vaut, mais malgré tout, je suis intimement convaincue qu'elle pratique l'exercice de façon très différente, très très différente. Par exemple, de façon très générale, je trouve, toutes, moi comprise d'ailleurs, il y a un moment des phrases sur le sentiment d'effraction, sur la question de la légitimité, qui est, enfin, vu de l'extérieur, excusez-moi, mais en général, tout aussi légitime que nos chers collègues, hein, donc il n'y a absolument aucun problème en termes de parcours institutionnel, de ce que vous voulez, bon, voilà. Et en même temps, ils écrivent très souvent ça, ce sentiment d'effraction, cette question d'illégitimité, de sentiment, c'est probablement extrêmement subjectif, mais en même temps, c'est un sentiment qui n'est pas de nulle part, enfin, c'est pas seulement une vue de l'esprit. Donc je pense que la question est éminemment complexe. Dans la tribune des 520 historiennes, il y avait des choses très, très justes qui ont été dites. C'est vrai que l'histoire est virile, disait Michel Perrault, qu'on ne peut pas soupçonner de ne pas défendre notre cause. Mais en même temps, il y a des progrès à faire. Des progrès ont été faits, on est plus nombreuses, hein. On est beaucoup plus nombreuses qu'on ne l'a été par le passé. L'histoire n'est pas la discipline qui se porte le plus mal de ce point de vue. Dans les chiffres qui ont été donnés dans la tribune, en fait, c'est des chiffres, une approche un peu globale, par exemple, du rang professoral, qui n'est pas juste pour l'histoire. On est plus nombreuses en histoire à être prof que dans bien d'autres disciplines. Même s'il y a plein de mathématiques, par exemple, ou quand oui, voilà, exactement. Donc, il y a une féminisation. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que ce soit toujours un très bon signe. Hein. N'oublions pas que... Non, mais bon, enfin, moi je m'en réjouis, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que les choses vont changer, mais en général, quand une profession se féminise, c'est qu'elle se démonétise. Hein. Donc voilà, son image change. Donc je ne sache pas que les choses soient très différentes aujourd'hui d'hier de ce point de vue. Donc voilà, donc, disons que la question des réseaux, des approches de pouvoir, des modes de fonctionnement, du rapport aussi au fonctionnement de l'institution, hein. Bon, ici,
Étienne est vraiment investi du fonctionnement de l'institution, donc c'est sûrement pas à lui qui va faire le reproche, mais voilà, les femmes sont en général plus à la manœuvre dans les arrière-cuisines. Voilà, faire tourner les boutiques tout simplement, hein. C'est un fait, c'est un fait. Après, on peut considérer que c'est parce qu'elles aiment bien les cuisines qu'elles s'y maintiennent. Personnellement, je ne suis pas tout à fait convaincue, mais voilà. Et quand elles prennent des responsabilités, elles les incarnent véritablement. D'accord. C'est pas très gentil ce que je dis pour les garçons, il y a quelques exceptions. Ça sera intéressant de voir la collection itinéraire publie en 2019 ce texte par Ludivine Bantini. Ça sera intéressant aussi de voir comment elle approche. Je note pour appuyer le manifeste que dans cette collection, Patrick Boucheron, il y a combien? Trois femmes? Oui, 3 sur 10, oui, c'est jamais... Moi, je suis tout à fait ouvert aux critiques. Il y en a eu, effectivement, à l'adresse des éditeurs. Je suis éditeur, j'entends les critiques. La seule chose que je peux dire, c'est que, oui, on progresse, on fait des efforts, mais c'est pas assez, voilà, c'est pas assez. C'est aussi simple que ça. Après, je pense que Étienne pourrait dire des choses très intéressantes de ce point de vue-là. Par exemple, il a étudié la place des femmes dans justement cette revue qui connaît si bien qu'on va diriger les annales, qui envoie des articles, qui n'envoie pas des articles, qui est pris, qui n'est pas pris. J'ai exactement la même expérience comme directeur de collection. Donc il peut en dire un mot peut-être. Ça me permet de compléter ce que je disais tout à l'heure, parce que ça me permettra de préciser aussi ce qu'a dit Isabelle, et de fait, je crois que les entraves ont changé de nature. Et moi, je prenais l'exemple de parcours parallèle avec ma femme qui a fait une carrière tout à fait satisfaisante. Ce qui est intéressant, c'est justement ce qu'il y a à côté ou derrière, c'est-à-dire, je dirais, la perception psychologique de soi-même dans le métier. Or, cette perception psychologique, c'est sans doute un élément qui est encore fortement différencié et qui s'exprime, par exemple, par un rapport à la légitimité ou à l'audace qui est constitué en termes de genre. Et ça, il y a des études sur l'école maternelle, primaire et sur le secondaire qui le montrent déjà. C'est-à-dire que la socialisation des hommes et des femmes ne se fait pas tout à fait de la même manière, par exemple dans les milieux scolaires, puis dans les milieux de recherche qui sont des milieux compétitifs. Et donc le feedback que les enseignants, et c'est pour ça que je le dis, parce qu'on est aussi prof, on est éditeur, c'est-à-dire que notre action, mon problème dans ce livre, sur ce sujet-là comme sur les autres, c'est pas de dénoncer ou de dire il faut faire autre, c'est de fournir des outils pour essayer de voir comment on peut travailler sur soi-même. Et en l'occurrence, par exemple, ce à quoi Patrick faisait référence, c'est que sur les annales, il y a quelques années, j'ai été sollicité par une revue qui s'appelle Tracé, qui a publié la traduction d'un article de Nathalie Zemon Davis, une grande historienne américaine, sur les annales et les femmes dans les années 30, qui montrait qu'il y avait des vraies pratiques discriminatoires à cette époque envers les femmes. Et du coup, on m'a demandé de réagir en tant que directeur de la revue. Et ce que j'ai fait, c'est d'essayer de fournir quelques éléments statistiques. Et en faisant ces travaux statistiques, donc qui montrent par exemple l'évolution du pourcentage de femmes publiées dans la revue, c'est-à-dire en gros dans les années 30 il n'y a que 3 femmes qui signent dans la revue, dans les années 50 on est à 3%, les années 60 à 10%, les années 70 on est à 15%, dans les années 80 on arrive à 20% d'auteurs féminines, et là, phénomène passionnant en termes de plafond de verre, des années 80 aux années 2000 on reste à 20%. C'est-à-dire que par exemple il y a un phénomène de plafonnement. Et puis c'est dans les années 2000 que la courbe recommence à évoluer. Donc j'ai essayé d'objectiver ce type de phénomène. Et je me suis aperçu à cette occasion-là qu'un des biais majeurs, c'était la soumission, et en particulier la soumission spontanée. C'est-à-dire que les hommes envoient beaucoup plus de propositions d'articles que les femmes. Alors ça peut s'interpréter de plein de manières, hein, mais disons qu'en tout cas, ça signifie qu'il y a une forme de conscience de soi, de sûreté de soi, et disons de rapport à la légitimité qui est assez fort du côté des chercheurs hommes par rapport aux chercheurs femmes qui se perçoivent comme moins légitimes à publier par exemple dans une grande revue. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc on est à plus de 80% de soumission spontanée.
Mais par contre, quand les articles sont anonymés et qui passent la première grille de sélection, le pourcentage d'hommes descend à 70%. Puis, dans les articles qui sont finalement acceptés par la revue, le pourcentage d'hommes descend à 60%, par une procédure anonyme. Donc, les textes ne sont pas genrés. Donc, ça veut dire quoi, un petit exemple? Ça veut dire que, en gros, les femmes qui soumettent des articles ont 2 fois plus de chances d'être finalement publiées proportionnellement par rapport au nombre d'hommes. Sans quota, sans quota, c'est simplement, et c'est ça qui m'apporte derrière, et toute la discussion sur les quotas ici est à mettre en cause. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on juge les textes de façon anonyme, les femmes font largement aussi bien, mais simplement, il y a beaucoup d'hommes, en gros, ce qu'on pourrait conclure de cette petite stat, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui se surestiment et beaucoup de femmes qui se sous-estiment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils ont écrit des papiers géniaux, et ça fait qu'on a plus de 80% de papiers masculins, et qu'en même temps, les femmes qui envoient des papiers sont souvent des papiers tellement bons que la statistique finale finit par être très largement en faveur des femmes. Donc voilà, ça c'est par exemple quelque chose qu'on peut dire. Et on peut dire aux étudiants, aux étudiantes, aux doctorantes, aux jeunes docteurs, aux chercheuses, envoyez vos papiers parce qu'ils ne sont pas moins bons. Il y a plein de mecs qui trouvent que ce qu'ils ont fait c'était super, et puis en fait c'est pas si bien que ça. Et en même temps, vous n'êtes pas forcément convaincu de la qualité de ce que vous avez fait parce que parfois on vous a appris dans des phénomènes de socialisation depuis toute petite à ne pas être complètement convaincu de la qualité de ce que vous faisiez, alors que ça peut être très bien. Donc c'est autour de ces objets-là, disons, et bon, cet exemple-là, c'est appliqué à la revue, un peu le même genre de choses que j'essaie de faire dans le livre. C'est-à-dire, vous voyez, utiliser, là c'est simplement un peu d'histoire sociale, un peu de statistiques, un peu d'archives de la revue, et de voir comment ça fonctionne, et finalement, comment on produit des choses sans s'en rendre compte, parce qu'aucun des gens qui a travaillé dans la revue n'a jamais pensé qu'il était consciemment en train de produire des biais, et aucun des acteurs et des actrices du monde universitaire ne pense à ça consciemment au moment où il le fait. C'est simplement que le fonctionnement collectif produit ce genre de résultats. Impossible de le quantifier avec la même rigueur, mais pour ce qui m'intéresse directement et qui a été justement remis en cause, parce que tout doit être mis en cause, par le texte des historiennes, c'est-à-dire la collection d'univers historique que j'ai l'honneur de diriger. C'est pas les mêmes flux, donc c'est absurde de faire des pourcentages, mais c'est la même logique. La même logique, c'est-à-dire que nous ne refusons pratiquement jamais les manuscrits qui nous sont proposés par les femmes. Alors, justement, vous parlez... Et pas parce qu'on veut des femmes, mais parce qu'ils sont meilleurs. À partir du moment où ils ont été proposés. Pour prolonger sur ce thème-là, je crois que donc vous cessez maintenant de diriger les annales, si j'ai bien compris. Et oui, parce que... C'est-à-dire que vous passez la main à une femme pour diriger cette revue? Absolument pas, je passe la main à un homme qui s'appelle Vincent Azoulay, qui est historien de l'Antiquité, qu'on doit pouvoir entendre cet après-midi à la chocolaterie, dans un débat sur les images. Donc effectivement, c'est une bonne remarque et une bonne question. La discussion au sein du comité de rédaction a abouti à l'idée de proposer à Vincent de prendre ma suite. La question ne s'est pas posée dans ces termes-là, parce qu'il faut voir aussi que la responsabilité d'une revue, ça se fait à des moments de carrière assez divers, et souvent, dans un comité de rédaction qui sont des petits nombres, il y a un nombre de personnes disponibles à ce moment-là qui peut être réduit, et parfois réduit à 1. En revanche, ce qu'il y a de vrai, et là je pense que le parallèle avec le seuil est tout à fait pertinent, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'on a cherché à travailler ces dernières années à féminiser progressivement le comité de rédaction. Alors, on n'est pas encore dans un comité de rédaction paritaire, mais pendant très longtemps, les annales, les femmes, depuis les années 30, c'était 0 ou 1. Donc, aujourd'hui, il y en a 4. Et l'objectif, c'est d'arriver assez vite à un fonctionnement paritaire et équilibré. Et le seuil, en réalité, Patrick ne le dit pas, mais si on prenait les statistiques sur les 6 ou 7 dernières années, on verrait que le pourcentage d'hommes et de femmes n'est pas du tout le même que si on prend effectivement la collection l'univers historique sur 30 ou 40 ans. Donc il y a des choses qui bougent, et je pense que si on en parle, c'est aussi parce qu'il y a des choses qui bougent. C'est ce que disait Isabelle tout à l'heure, c'est-à-dire que l'histoire, au fond, est une discipline dans laquelle les choses ont plus bougé qu'ailleurs, mais c'est important quand même de le dire et de continuer à réfléchir à ces phénomènes. Mais il est vrai aussi que si on prend les annales, si on prend des grandes collections, c'est également parce que les inégalités se corrigent le plus lentement
dans les lieux qui sont le plus fortifiés d'un point de vue symbolique. C'est-à-dire que c'est vrai que dans un monde universitaire, il y a des espaces qui sont centraux, et puis il y a des espaces qui sont plus périphériques. Et si vous prenez par exemple les revues d'histoire qui ont été créées dans les années 80, comme la revue médiévale, comme 20e siècle, comme Genèse, on a des revues qui ont été beaucoup plus tôt sensibles à ces questions de genre, mais aussi à des questions de classe, à des questions de génération, et que les positions les plus installées sont aussi celles qui mettent le plus de temps à changer. Très bien, alors je voudrais qu'on revienne aussi à un des aspects que vous abordez de manière importante dans un de vos chapitres, c'est ce qui concerne l'évaluation, et en particulier l'expérience sur laquelle vous passez beaucoup de pages. Vous nous direz si vous souhaitez en parler ou pas, mais c'est celle de votre thèse et de la soutenance de votre thèse. Vous parlez clairement d'injustice et d'échec et d'une déception. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'assez courant, ou est-ce que ça tient au sujet que vous aviez, sur lequel vous travaillez? Comment vous expliquez ce sentiment que vous avez eu et que vous couchez sur le papier dans votre livre? Alors, il faut expliquer là aussi, pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin, que effectivement, en gros, chaque chapitre part d'une expérience personnelle. Et le chapitre sur évaluer, être évalué, qui est un geste essentiel, je veux dire, à partir du moment où on corrige sa première copie comme jeune prof, et jusqu'à la fin de sa vie, quand on est dans des commissions de recrutement, on passe son temps à évaluer les gens. Mais d'un autre côté, on passe son temps nous-mêmes à être évalué par différentes instances administratives, ou simplement par le regard des collègues, ou par le regard des gens. C'est-à-dire que ce rapport d'évaluer ou d'être évalué est un rapport qui est, je dirais, circulaire. Et dans ce chapitre-là, je raconte un épisode qui est celui de ma soutenance de thèse de doctorat, qui ne s'est pas très bien passé, en tout cas subjectivement, disons. C'est-à-dire qu'elle n'a pas produit chez moi le type de satisfaction qu'on pourrait imaginer quand on soutient sa thèse. Et j'essaie d'expliquer pourquoi c'était déplaisant. Et effectivement, comment? Oui, sans dire, c'était très déplaisant. Pour le public. Bon, ensuite, alors, il se trouve qu'Isabelle et Patrick étaient dans le public, donc on peut avoir un avis extérieur. Donc c'était déplaisant. L'objectif pour moi, c'est moins de, là encore, hein, c'est moins de raconter ma vie. Enfin, c'est toujours, il y a une dimension narcissique dans le bouquin, c'est toujours, on se connaît super bien et on trouve ça passionnant la plupart du temps quand on est un homme comme moi précisément, et là c'est genré, de raconter sa vie. Mais l'objectif, j'ai essayé de me retenir un peu de faire ça trop à l'envie et d'essayer de réfléchir à ce que ça pouvait vouloir dire. Or, par exemple, il me semble que c'est une expérience qui est intéressante, alors à essayer de comprendre, c'est-à-dire pourquoi ça produit cet effet-là, pourquoi on peut se rater dans ces dimensions-là, et c'est d'autant plus important et intéressant, je pense, que ça pose plus généralement la question de l'échec, de la déception. C'est-à-dire que très souvent, les historiens, les historiennes qui sont interrogés sur leur parcours biographique le sont à la fin de leur vie, et le tamis de la vie a fait que ceux qui parlent à la fin, c'est les gens qui sont arrivés ou qui ont survécu, qui sont au sommet, et pour qui tout va bien, ou pour qui ils se racontent que tout va bien. Or, tout le monde le sait, dans une vie scolaire, dans une vie scientifique, il y a des déceptions, il y a des moments où les choses ne se passent pas comme on voudrait, il y a des échecs, tout le monde en a connu à différents degrés. Et ça me semblait intéressant aussi, et d'autant plus de mon point de vue, parce qu'il faut bien voir qu'on peut là aussi, si on veut analyser les choses de l'extérieur, moi je suis un dominant, c'est-à-dire que j'ai tout eu, toujours et très tôt. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que la question de l'échec ne peut pas se poser. Alors par exemple, pour moi, ça a pris un certain nombre de formes, dont celle-là. C'est-à-dire que c'est vrai que ma soutenance de thèse, ça s'est pas bien passé, que j'en ai été déçu, mortifié pendant un moment, et que c'est une inflexion dans ma vie, mais il y a d'autres collègues qui raconteraient d'autres épisodes. Leur recrutement manqué pendant un certain nombre d'années, le fait qu'ils n'ont pas eu le poste qu'ils voulaient. Il y a plein de manières de vivre la déception dans une vie professionnelle. Mais je pense que si on veut rendre compte honnêtement de ce qu'est une vie professionnelle, alors il faut à un moment donné réfléchir au moment où on se plante. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé? En quoi on est en partie responsable? En quoi d'autres gens peuvent aussi être responsables? Parce que, bon, j'estime que ça s'est pas bien passé, mais qu'il y a des gens qui n'ont pas été entièrement bien intentionnés à mon égard ce jour-là. Après, je sais aussi que j'ai pu provoquer un certain nombre de circonstances de ce mauvais pas. Donc voilà, une fois encore, c'est essayer de décrire les choses de l'extérieur et puis de dire, ben voilà, ça arrive, c'est des choses qui font partie de la vie, comment on pourrait en rendre compte.
C'est un sujet tout à fait intéressant parce que ça dit aussi beaucoup de choses du fonctionnement de la communauté et justement je crois que le propos d'Étienne c'est de faire en sorte que ce qu'il raconte soit voilà, aussi une lecture à travers sa propre expérience du fonctionnement de la communauté. Alors c'est vrai que ce qui s'est passé, on en était témoin et témoin accablé et vous n'étiez pas dans le jury. Ah non, non, dans le jury, non, j'étais pas dans le jury. Non, je n'étais pas dans le jury. Alors, parce qu'on était trop jeunes. On était trop petits, oui. Mais ça, il y a un effet de entre nous, il y a un effet de demi-génération. Voilà. C'est-à-dire que Patrick et Isabelle, c'est des gens qui étaient des jeunes maîtres de conférences quand moi je commençais mes études et ma thèse et qui m'ont aidé, mais plutôt dans un rapport non hiérarchique. Et donc ça joue une différence aussi. C'est-à-dire qu'avec des gens qui ont 10 ou 15 ans de plus et qui m'ont évalué à l'agrégation, au doctorat, etc., je n'aurais pas non plus le même genre de rapport et c'est important à comprendre ces questions de génération. Alors, donc sur ces questions d'évaluation des travaux scientifiques, parce qu'en réalité c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un exercice académique, thèse, habilitation, c'est un exercice académique. Derrière cet exercice académique, il y a en général un gros travail, qui est aussi de l'ordre de l'intime, hein, mais je veux dire, ce métier ne s'exerce pas de façon distanciée, indifférente, etc. C'est quand même quelque chose aussi de très intime, l'écriture de l'histoire, me semble-t-il. Donc dans cette affaire-là, effectivement, on se trouve, et on pourrait multiplier les exemples hein, d'évaluation, de comptes qui se règlent, on ne sait pas très bien comment, pourquoi. Et je pense que dans le cas qu'évoquait Étienne, là aussi, la question du phénomène de génération a beaucoup compté. Je l'évoquais, moi c'est un truc auquel je crois, et d'aucuns pensent que c'est un concept un peu fasciste, génération. Oui, oui, j'ai déjà entendu ça. Personnellement, je ne crois pas, je pense qu'il est assez opérationnel pour expliquer comment là, face à une brochette d'universitaires chenus et puis un certain nombre d'entre eux compétents hein, dans leur domaine, c'est pas du tout la question. Il y a un truc qui s'est mal emmanché avec une espèce de capacité à faire des règlements de compte sur des micro-angles. Et donc, moi, ce qui m'avait frappé, mais je crois que tu le répètes là, c'est aussi des remarques extrêmement contradictoires qui avaient été faites à ce propos. Et au-delà de l'anecdote, enfin, ça n'était pas une pour Étienne en l'occurrence, au-delà de l'anecdote, ça doit nous rendre aussi un petit peu modestes sur les critères d'évaluation des travaux, etc. On va peut-être en reparler. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est sur une science humaine avec des appréciations qui peuvent être très différentes et parfois qu'on ne comprend pas. Enfin, je veux dire, on est toujours plus ou moins persuadé d'être dans son droit ou qu'on va confronter son point de vue avec quelqu'un et que finalement on va réussir à le convaincre. Or là, c'est vrai qu'on était dans une espèce de truc bizarre où le tout et son exact contraire était dit. Et je pense qu'il y avait aussi un fait de génération à ce moment-là, hormis elles qui peuvent être d'une violence tout à fait abyssale, mais ça il ne faut jamais l'oublier. Mais là en l'occurrence c'était plus ça, je crois, une espèce de changement dans la manière aussi d'aborder un problème. Parce qu'Étienne s'était quand même attaqué à quelque chose d'important et de lourd. Hein. Ce pacte Clément VI produit énormément de sermons, donc il y a beaucoup de sources, il en avait dépouillé je ne sais plus combien de milliers de ces lettres de Clément VI. Enfin, c'était un travail d'archives absolument considérable et qui avait été réduit à 3 fois rien, tout simplement parce que je pense que sa posture intellectuelle, hein, sa méthode, heurtait d'une certaine manière une partie des gens qui étaient là. Ce qui n'inhibait pas forcément complètement certaines remarques, hein, mais ce que tu dis, mais qui avait fait exploser le système d'une façon extrêmement bizarre. J'ai peur, oui, vas-y. Non, juste, Isabelle est très charitable en disant ça. Je voudrais ajouter le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Donc, c'est pas parce que ma thèse était trop géniale que ça s'est mal passé. J'aimerais pouvoir dire ça. Non, mais je sais bien. Mais je voudrais pas que les gens croient que j'ai été victime de quelque chose parce que c'est. C'était une manière de faire un peu différente par rapport aux spécialités. Non, je pense que ça. Je suis d'accord. C'était même pas ça. Je suis d'accord avec. Non, moi, je sais pas si je suis.
Évidemment, je vais te laisser parler d'abord. Je ne suis pas d'accord avec toi, ça c'est une chose certaine. Je ne suis pas d'accord avec Voilà, toi. vas-y, d'accord. Et puis après, je verrai si je suis là, avec qui je suis d'accord. Non, ce que je voudrais dire, c'est que de toute façon, ce sont des pages admirables dans son livre. Et je le dis sincèrement, je les admire parce que là, il fait montre de quelque chose dont je suis incapable, c'est-à-dire effectivement de retenue, de justice et de justesse par rapport à quelque chose qui était à la fois injuste et approximatif. C'est-à-dire que quand, effectivement, les universitaires oublient qu'ils le sont au point qu'ils deviennent injustes et inexacts, il est très difficile d'être juste par rapport à ce genre de situation. Ce jour-là, ce fut l'Alalie. Voilà, quelqu'un seul dans une fosse, et ceux qui sont au bord de la fosse, qui impunément l'assassinent. Et moi, ce jour-là, j'ai eu honte. J'étais maître de conférence, il aspirait à le devenir. Nous étions donc du côté de cette institution, nous faisions profession vis-à-vis des étudiants de travailler à ce qu'il aime ou ce qui lui fasse confiance, et rien de ce qui se passait ce jour-là ne pouvait effectivement inspirer la moindre confiance vis-à-vis de l'université. Je défie quiconque d'avoir été ce jour-là à la soutenance d'Étienne Hanheim et de n'en avoir pas ressenti de rancœur tenace. La mienne fut tenace. Le livre, effectivement, c'est très important ce qu'il dit. Un des problèmes de l'enseignement, c'est qu'effectivement, on charge des anciens bons élèves d'enseigner à des élèves qui ne sont pas toujours bons. Et donc, il ferait mieux de se mettre au clair sur, ce que leur a coûté intimement leur réussite scolaire. C'est super d'être premier à la grève. C'est super. Et on ne va pas chouiner. En même temps, après, il y a un truc qui a dégringolé sur les épaules d'Étienne Hanheim, qui eut de quelques peines ensuite après à négocier ça. Et puis comment on fait par rapport effectivement à un moment où on dit ah bah pour toi de toute façon tout sera toujours facile. Et l'accro, et effectivement l'échec à un moment donné. Donc on devrait toujours demander là aux enseignants, à nos profs, ça a été quoi vraiment votre grande déception? La grande injustice que vous avez subie et votre découragement. Alors moi j'ai écrit le bouquin qui ouvrait la collection de l'affaire profession d'historien, c'était un livre en colère. Parce que j'avais quelques raisons aussi de ne plus faire confiance à l'institution, pas pour moi mais pour d'autres, mes échelles. Et c'est pour ça que je dis que ces pages sont admirables, parce qu'en réalité c'est pas simplement qu'elles retiennent la colère, c'est qu'elles proposent effectivement, elle dit ben maintenant on fait quoi avec ça? De temps en temps, il m'énerve ce mec, parce qu'il est d'une exaspérante mesure. J'aurais bien aimé pouvoir réveiller le punk qui est en lui, soit qu'il exagère de temps en temps, qu'il dise des choses absurdes ou excessives, mais figurez-vous que le maximum de son insulte, quand quelqu'un l'énerve vraiment, c'est qu'il dit vraiment c'est déraisonnable. Là, vraiment, c'est pas raisonnable. Et au fond, c'est ça. C'est vrai que des fois, on n'est pas raisonnable. C'est pas une raison pour tout laisser balader. Et donc, au fond, c'est pour ça que, voilà, ce livre, moi, le travail de l'histoire, d'une certaine manière, moi, ça ne me ressemble pas. Mais je suis heureux que les gens s'y reconnaissent, parce que ça parle d'avenir. Et un avenir où il ne serait pas raisonnable, il ne serait pas conséquent de désespérer de l'université, de désespérer de l'évaluation. Parce que j'avais envie de le dire. Voilà, moi je suis d'accord avec vous deux là, parce que je pense que ça coïncide assez bien. Ça ne serait pas raisonnable de lâcher l'affaire. Ça ne serait pas raisonnable de lâcher l'affaire. Et Étienne ne la lâche pas. Donc tente, dans ce contexte-là, de la nature humaine, comme vous le dites, de trouver des moyens pour améliorer la situation. Voilà, alors il nous reste 15 minutes et j'aimerais qu'on puisse donner la parole à la salle. Il y a beaucoup de ces verbes que nous n'avons pas abordés, enseigner, lire, écrire et intervenir. Justement, est-ce que, donc on a un micro qui circule, si vous souhaitez poser une question, vous levez la main, madame.
micro. Si, je pense, parce que c'est enregistré et je dis pas ça pour que vous fassiez attention à ce que je dis. Mais comme ça, tout le monde vous entendra. Enregistré, c'est filmé. D'abord, merci beaucoup pour ce débat. Vous vous êtes livré en tant qu'historien, c'était fort intéressant. Moi, j'ai juste une observation à faire, c'est qu'il y a 3 hommes et une femme ici présents, et que de là où je suis, et je suis à peu près au milieu de la scène, je n'ai pas vu le visage de madame pendant toute la durée du débat. Donc elle est quand même excentrée, on a l'impression d'avoir une femme qui est venue comme une pièce rapportée, et qui est invisible pour une bonne moitié de la salle. Donc pourquoi et comment en est-on arrivé là? Ah non, mais là, ce n'est pas de notre faute, il a voulu s'étaler. Il a dit personne ici parce que il a payé le prix. Et ensuite, Patrick Boucheron a refusé de se mettre à l'extrême droite. Non, mais c'est une très bonne question, c'est exactement le genre de question qu'on peut construire. Alors, effectivement, dans ce type de processus, il entre des micro-logiques, par exemple, effectivement, l'animateur du débat qui préfère avoir la table entière et Isabelle qui préfère se mettre sur le côté. Première chose, et ça c'est des faits objectifs. Et aussi une intériorisation corporelle de l'endroit où on se place, vous avez raison. Après, il y a aussi des faits systémiques extérieurs. Par exemple, on s'était bien posé la même question. Et on a invité un certain nombre de collègues, et en particulier, en réalité, on souhaitait que Ludivine Bantini, qui écrit le prochain volume de la collection, puisse participer au débat, elle aussi, et en fait, elle n'était pas disponible, et plusieurs collègues de suite nous ont, au dernier moment, fait faux bond dans un certain sens du terme, de sorte qu'au moment où les programmes de Blois ont été sous presse, il y avait un siège vide en quelque sorte, qui l'est toujours, et donc ça s'est fait de cette façon-là. Non, mais je ne dis pas que ça produit pas un biais, vous avez tout à fait raison. Côté insidieux, justement. Mais j'essaye, disons, de vous dire à la fois comment on en a été conscient à certains moments et comment, tout en étant conscient, on n'a pas forcément réussi à le corriger d'une façon satisfaisante. Donc c'est vrai. Madame. Bonjour, merci pour vos interventions respectives. Moi, j'ai une question pour relancer ce que vous disiez auparavant, madame. Vous insinuiez qu'il y avait une méthode qui déplaisait à l'université dans votre façon de faire votre thèse. Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est comment on fait l'histoire aujourd'hui et les changements de méthode ou autres. C'est une question vaste, mais c'est ça qui m'intéresserait de vous entendre. Je vais te laisser répondre parce que c'est dans ta thèse. Hein, donc voilà. Disons que moi, ce que j'avais perçu à ce moment-là, au-delà du règlement de compte, enfin, effectivement, c'est tout ce qui est du lettre. Je le partage, puisque de toute manière, il n'y a pas à en penser autre chose, je crois. Mais sur la méthode, il me semble que les collègues qui étaient impliqués dans le jury, qui, pour un certain nombre d'entre eux, avaient aussi labouré beaucoup d'archives, avaient été prodigieusement agacés par une capacité qui est celle d'Étienne à tirer d'une très grande masse d'archives des choses très subtiles, très fines, plutôt que de rester dans le magma où on aligne des chiffres, des statistiques, etc., etc. Et donc, il me semble, c'était pas un discours, enfin, je veux dire par là que ça s'était pas transformé en règlement de compte méthodologique. Absolument pas. Mais il y avait eu quand même des saillies de ce côté-là qui démontraient, me semble-t-il, enfin, en tout cas à l'époque, c'est comme ça que je l'avais perçu, hein, qui démontraient une manière de travailler un peu différente. Peut-être plus blitz, plus stimulante finalement, du côté du brillant et jeune chercheur qui était par rapport à des collègues plus chelus, mais bon, voilà. Et en même temps, c'est pas un génie incompris, ce mec. Non, il a tout de suite eu un poste, il y a plein de gens qui ont bien compris. Non, c'est important à dire, voilà. Oui, mais c'est pour ça que je... Mais je parle pas de génie, là, hein, je parle de méthode. Mais on n'a pas dit que tu disais ça. Voilà. Mais de fait, la question est celle de l'agacement. Donc de fait, je pense que les gens qui, ce jour-là, étaient dans mon jury et qui eux-mêmes étaient le résultat d'une série de hasards et de sélections aussi,
cette configuration-là a produit, enfin, c'est des gens qui étaient agacés contre moi, alors qu'ils étaient agacés pour de bonnes raisons, en partie, je pouvais être agaçant, hein, et y compris pour des raisons humaines. Et puis, agacés scientifiquement, sans doute, et là je reviens à votre question, parce que il y avait un écart peut-être dans la façon dont moi j'avais travaillé par rapport à la façon dont eux travaillaient le plus souvent, et en particulier un écart qui renvoie alors à un style peut-être de pratique historique, aussi à des choix, et c'est vrai que le type d'histoire que je fais, et qui est un type très commun, que je n'ai pas inventé, et tout à l'heure Étienne Augry disait que ma chère, ma direction d'études à l'EHESS s'appelle Sociologie historique de la culture en Europe au Moyen-Âge. Je travaille dans l'idée, comme beaucoup d'autres avant moi, que l'histoire entretient des relations étroites avec la sociologie, avec l'anthropologie, avec d'autres disciplines, et le type d'histoire, par exemple, et le type de lecture que je proposais de beaucoup des documents médiévaux dans ma thèse, renvoyait aussi beaucoup à cette approche-là qui me paraissait être celle des annales et être celle d'une tradition qui précisément demande aujourd'hui à être renouvelée, d'où ma réponse. Or, je pense qu'un certain nombre de gens dans mon jury avaient des présupposés méthodologiques complètement différents, voire aux antipodes de ça, avec un rapport au texte qui était plus philologique, par exemple. Ce que je peux respecter tout à fait, mais c'est vrai que si vous additionnez la part humaine de l'agacement et la désapprobation méthodologique, on peut vite, dans une discussion à 25 ans d'écart et avec un jeune collègue en situation d'infériorité, se retrouver dans une posture de violence symbolique, là où on pourrait en même temps simplement discuter entre gens bien élevés. On peut se dire qu'on n'est pas d'accord, il y a plusieurs façons d'écrire de l'histoire. Mais voilà. Et je pense que cette question, par exemple, de l'histoire comme science sociale, et de la façon dont l'histoire peut se renouveler et se rafraîchir au bain de la sociologie, de l'anthropologie, de l'économie, d'autres disciplines, c'est une question qui reste une question posée. C'est-à-dire que ça reste pas une fracture, mais disons au moins une source de discussion entre les gens en histoire. Et ça a été aussi un aspect de la discussion ce jour-là. Une certaine réticence à utiliser, et ça aussi vous en parlez dans votre livre, comment les autres sciences sociales peuvent, même si ce n'est pas explicite, mais peuvent influencer votre travail et votre écriture. Oui, c'est ça, c'est que, voilà, moi je pense qu'il est utile d'avoir lu Pierre Bourdieu, d'avoir lu Mary Douglas, ou d'avoir lu Jean-Claude Passeron pour faire de l'histoire du Moyen-Âge. Il y a des collègues qui pensent que c'est pas forcément nécessaire. Alors, voilà, on peut du coup lire le même manuscrit de deux manières complètement différentes. Alors, monsieur Debord a des questions, sauf si vous souhaitez ajouter. Madame et vous-même avez donné la réponse. Madame et vous-même avez donné la réponse à l'ensemble des questions que je me posais. Là, vous avez bien approfondi. Et je pense que j'ai mieux compris les différends qu'il y avait eu et puis cette fausse allusion au outil, ou je ne sais pas. Enfin, vous allez me dire aussi qu'il faut maintenant lire votre bouquin. C'est ça, et vous apercevez, c'est ça. Qu'en lisant le livre, ça a l'air beaucoup moins amusant dans le livre que finalement on le raconte ici. Mais vous voyez, c'est encore cette idée qu'on peut tirer d'une petite expérience, quelque chose qui fait réfléchir à la manière dont on pratique notre métier. C'est intéressant parce que là aussi, quand on est prof, moi fondamentalement, je me vois comme prof. Après, je suis historien, je suis chercheur, je suis éditeur, je fais plein de choses. Et quand on est prof, on est toujours dans ce rapport à la violence symbolique potentielle vis-à-vis des gens qu'on juge ou avec qui on travaille. Qu'est-ce que ça veut dire d'être du bon côté de la table par rapport à ceux qui sont, disons, sinon du mauvais, enfin en tout cas de l'autre côté, c'est-à-dire en position d'être jugé, et comment on pèse ces mots à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit pour aider les gens à progresser et ne pas les enfoncer. Tout ce poids de la parole, cette importance, c'est ça aussi que je veux raconter dans le livre, c'est-à-dire qu'à tour de rôle, on est des deux côtés, et c'est super important. Dernière chose, je pense que, j'espère que nous aurons, enfin nous au moins, aurons la possibilité de peut-être de comprendre, nous qui ne sommes pas des spécialistes de l'histoire, de comprendre quand même ce que vous écrivez. Rassurez-moi, parce que je veux dire, on n'est pas forcément des spécialistes, des historiens professionnels, et par rapport à ce que vous concernant l'anthropologie et la sociologie de l'histoire, est-ce que
tout ceci est compréhensible pour beaucoup de personnes? C'est une très bonne question que vous posez, qui aurait pu aussi donner lieu à une discussion plus longue, qui est celle de la langue dans laquelle on écrit et du type de spécialisation de public auquel on s'adresse. J'ai essayé, en tout cas dans ce livre, d'écrire dans une langue qui soit adressée à tout le monde. C'est-à-dire que je fais peu appel à du vocabulaire technique, je pense. Enfin, je l'ai fait lire à mes parents, par exemple, qui n'ont pas de compétences particulières en histoire, et à quelques autres personnes du même genre. Donc je pense que c'est un livre qu'on peut lire. Et je pense que c'est important que les historiens, et là encore, comme enseignants, disent quelque chose qui soit compréhensible. C'est le travail des historiens quand ils écrivent leurs livres. Et d'ailleurs, les secrétaires d'édition qui travaillent dessus, en l'occurrence Marie Brunet a fait un travail merveilleux. Je remercie au passage quand même les éditions de la Sorbonne, Marie Brunet, Ingrid Saillard. Ils nous aident à travailler notre langue. Quand on va à la radio, c'est la même question, on s'adresse à un public large. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille à être compréhensible. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne parle pas de choses techniques. Alors, vous vous méfiez de la sociologie, de l'anthropologie. Non, vous vous méfiez au sens. Avec raison, vous présupposez que ces disciplines peuvent emmener avec elles un bagage technique. C'est vrai. C'est vrai aussi de l'histoire dans son versant érudit. C'est-à-dire mon livre sur Clément VI au travail, il y a des passages sur les sermons et sur la technique de prédication au XIVe siècle, dont je ne recommande pas la lecture à toutes et tous, sinon pour s'endormir le soir. Et c'est un livre qui a été diffusé dans un petit public, parce qu'il s'adresse aux gens scientifiques qui travaillent là-dessus. Mais on n'écrit pas toujours non plus pour les mêmes gens. Et c'est vrai que par exemple ce livre-là s'adresse à un public un peu plus large. Je ne suis pas en train de dire que c'est un roman de gare, mais il s'adresse à un public un peu plus large. Et je pense que c'est important d'avoir ces différents niveaux de prise de parole et d'explicitation. Donc j'espère que c'est compréhensible. Et pour appuyer ce que vous dites, moi-même je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais professeur dans le secondaire, et tout ce que vous dites sur à la fois apprendre, enseigner, évaluer, ce sont des choses qui invitent à la réflexion et qui peuvent donner des pistes, quel que soit notre terrain de spécialité. Et voilà, c'est tout à fait abordable, et c'est vrai que les aspects, vous citez des noms d'auteurs, mais plus pour appuyer l'importance qu'ils ont joué dans votre parcours sans développer outre mesure. Monsieur, une question? Oui, peut-être une réflexion sur... Parce que je m'étonne un petit peu de votre étonnement finalement, de ce qui m'apparaît d'un point de vue extérieur comme une forme de candeur. Je me souviens d'avoir lu il y a très longtemps, et en vous écoutant, cet ouvrage m'est revenu à l'esprit. Vous savez, cette petite collection Maspero, laquelle Chénaud avait écrit Du passé, faisons table rase, et il décrivait un milieu universitaire très mandarinal. Et là, en vous écoutant, finalement, j'ai le sentiment que, plus que du métier d'historien, vous parlez d'universitaire. Je sais bien que c'est très étroitement lié, mais moi, ce que c'est simplement une observation, c'est-à-dire qu'en fait, vous nous parlez des rapports de force internes à l'université. Moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé de ce point de vue-là. Je parle de ces questions d'opposition entre les méthodes qui se traduisent par effectivement des formes conflictuelles, opaques, d'influence qui s'exercent à votre détriment. Et ce que j'entends tout à fait, et qui finalement ne me surprend pas. Voilà. Alors c'est un peu cela. Alors, vous avez raison. Deux choses pour vous répondre. Tout d'abord, le fait qu'effectivement, il y a une partie du livre, et on s'est concentré sur celle-là, je parle d'autre chose dans le livre, il y a une partie du livre qui est une description professionnelle, donc qui relève ça. Et là, de ce point de vue, oui, tous les milieux reproductifs et corporatistes produisent des formes de mandarinat. Mon idée, c'est simplement qu'en les décrivant, on peut faire réfléchir à la manière dont on pourrait modifier les choses. Voilà. Ensuite, pour répondre à l'autre aspect, de fait, moi je ne prétends pas épuiser le discours possible sur ce que serait le terme d'historien en général. Et le livre commence comme ça. Le livre commence par dire que je ne parle pas de toutes les formes possibles de pratique sociale de l'histoire. L'histoire, ça appartient à tout le monde. Et il y a des tas de gens qui tiennent des discours sur le passé. Ils en tiennent des discours au titre d'historien professionnel, au titre d'historien amateur, parfois au titre, à d'autres titres. Les hommes politiques, quand ils utilisent des exemples historiques, font finalement œuvre d'historien à leur manière.
Mais moi, ce dont je parle, c'est les gens, les hommes et les femmes qui sont payés, et qui sont en France, pour l'essentiel fonctionnaires, même si la précarité prend de plus en plus de place, qui sont payés par l'État pour faire ce travail-là. C'est-à-dire que, de fait, ma réflexion n'est pas sur le métier d'historien en général, elle est sur ce qu'est être historien au sens universitaire. Ce qui emmène avec soi un certain nombre de grandeurs, un certain nombre de servitudes, un certain nombre de biais. Je ne dis pas ni que ce milieu est meilleur, ni qu'il est moins bon qu'un autre. C'est juste qu'il me semble intéressant de réfléchir à ce que ça veut dire. Et surtout, pour finir, pour répondre à votre question, réfléchir à ce que veulent dire les soubassements de ce métier. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on est historien, on pourrait parler pendant 1 heure d'un rapport purement intellectuel à l'histoire. Or, si on ne raconte pas qu'en même temps, être historien, c'est être pris dans des logiques de production. Alors là, on a parlé, parce qu'on a parlé de ma thèse, on a parlé de ce genre de rapport de force. Mais on pourrait parler, par exemple, longuement de l'édition. J'ai un chapitre entier sur la question de l'édition. La publication, c'est un vrai enjeu. Qui publie, comment, à quel endroit, comment on donne à lire. J'ai un autre chapitre qui s'appelle Intervenir, où je parle de la question de l'historien dans les médias ou dans l'espace public. Donc qui intervient? Et par exemple, pour les médias, historien ou historienne, c'est pas une qualification professionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez être désigné comme historien ou comme historienne dès lors que vous avez écrit ou tenu un discours sur le passé. Donc, quand on est historien de métier, ça pose des questions. Quel rapport on a avec cette histoire-là? Et je le disais l'autre jour dans un entretien que j'ai fait autour de mon bouquin, moi il se trouve que précisément j'ai travaillé très souvent avec des historiens dont ça n'était pas le métier. J'ai même publié avec des gens qui faisaient des recherches historiques, mais qui n'étaient pas historiens de profession. Donc, c'est pas que je veuille absolument me centrer sur l'université, c'est juste que c'est là d'où je parle, et c'est là d'où la plupart des gens qui font de l'histoire parlent, et parfois ils ne l'expliquent pas suffisamment.